Dans Parlons-en, aujourd'hui, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne souffririez pas de nomophobie, cette petite angoisse qui vous étreint quand vous pensez avoir perdu votre téléphone portable ou autre tablette? Vous voyez ce que je veux dire? Que dit-elle de nous, cette nomophobie? Elle dit notre dépendance aux écrans sur lesquels nous passons plusieurs heures par jour, et ce, quel que soit notre âge ou notre activité. Bien sûr qu'il y a une inquiétude particulière autour des enfants, mais le problème en réalité touche bien sûr toute la société. Alors qu'Emmanuel Macron va vanter aujourd'hui les mérites des journées hors connexion. Question posée ce matin à nos invités sur notre capacité effectivement à résister à l'emprise des écrans. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Florence Houillot, Jean Catan et Gilles Vernet. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Florence Houillot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable du numérique chez Gallimard, président cofondateur de l'association Lève les yeux, qui porte bien son nom, et co-auteur de La guerre de l'attention, comment ne pas la perdre, qui est sorti aux éditions de L'Échappée. Bonjour Jean Catan. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes conseiller auprès de Future of Tech Institute, un think tank européen, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. Et puis à vos côtés, Gilles Vernet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes instituteur aujourd'hui dans le 19e arrondissement à Paris. Vous avez un parcours assez singulier que vous nous raconterez peut-être tout à l'heure. Vous étiez trader dans une vie antérieure, il y a un moment. Auteur aussi, et ça rejoint le nom de l'association cofondée par Florence Houillot. Et si on levait les yeux, plaidoyer pour ne pas laisser les écrans s'emparer de l'avenir de nos enfants, qui est sorti aux éditions Vuibert. Il y a eu aussi un documentaire autour d'une expérience que vous avez menée avec vos élèves autour de la déconnexion. Vous nous raconterez ce que ça a donné dans un instant. Emmanuel Macron donc va aujourd'hui, ce matin, dans la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, vanter les mérites de la déconnexion et de la lecture comme alternative aux écrans pour les jeunes. Il va aussi dans la journée retrouver plusieurs responsables européens, dont la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour continuer de tenter de les convaincre du bien fondé de son idée, qui est aujourd'hui une loi, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, loi censée être appliquée à la rentrée, mais dont on sait que le parcours est un peu compliqué. Alors il y a la volonté politique et la réalité des chiffres. Ici en France, on compte en moyenne 10 écrans par foyer. Les 7-19 ans passent en moyenne 18 minutes à lire pour le plaisir et 3 heures sur les écrans, jusqu'à 5 heures pour les 16-19 ans. Le temps de lecture moyen a perdu 1 minute en 2 ans. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Florence Houillot, pour vanter les mérites de la déconnexion ? Il n'est jamais trop tard, il est temps de réagir. Là, vous faites allusion à l'étude du CNL, je crois, qui est parue hier, justement, du Centre Conseil national du livre. Centre national du livre, exactement. Alors oui, effectivement, on passe 10 fois plus de temps sur un écran que à lire. Et quand on lit, on fait autre chose. Et chez les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on est en train de chatter, de regarder des vidéos en même temps, d'être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas seulement le temps de lecture en soi, c'est vraiment la qualité de la lecture et de la concentration qui baisse. Et on voit que la courbe s'infléchit légèrement, mais en réalité, on voit aussi que dans le détail, même les CSP+, sont concernés, les jeunes filles qui lisent toujours un peu plus que les jeunes garçons. Et donc, ça pose évidemment la question de l'équipement en smartphone, qui est aujourd'hui un petit peu le point de bascule, on va dire. Quand les enfants ont un smartphone, c'est le moment où ils arrêtent de lire. Donc nous, on plaide pour vraiment essayer politiquement de pousser cette question pour reculer le plus possible l'âge d'équipement en smartphone et mettre du livre dans la vie des enfants dès que possible. Sachant que lire un livre, on y reviendra. Aujourd'hui, on peut le lire sous toute forme de support. Est-ce qu'il y a une différence entre lire un livre papier et lire un livre numérique, puisque c'est votre boulot chez Gallimard? On y reviendra. Même question, Jean Catan, quand le président français va vanter aujourd'hui la déconnexion, des journées hors connexion, les mérites de la lecture, quand on voit la réalité des chiffres, est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de forme de vœu pieux ou de prêcher dans un désert et voilà, une espèce de prise de conscience un peu tardive? Non, porter ce message à l'échelle de la société, je pense, c'est le bon niveau d'action. Et justement, de se dire que c'est ensemble aussi que l'on arrivera à attirer notre attention vers d'autres choses que la machine à cash qui nous absorbe aujourd'hui. Ça, je pense que c'est un très bon réflexe. Et de proposer aussi d'autres choses. Donc, il y a des activités qui suscitent une autre forme d'attention. Il y a aussi cette attention à l'autre. Et il y a l'espace public dans lequel
lequel on peut être libre d'être l'émanation de nous-mêmes et non pas une machine à absorption. Ouais, l'espace public, on peut le questionner. Il suffit de se rendre dans n'importe quel espace public aujourd'hui, les transports en commun, y compris les restaurants. Qui d'entre nous ne se saisit pas de son téléphone à la moindre seconde d'ennui, d'attente ou même d'activité autre comme la lecture là-dessus? Oui, c'est un mouvement effectivement social, c'est-à-dire qu'on stigmatise entre guillemets un peu les enfants, on les montre du doigt, ils sont un peu le réceptacle de notre mauvaise conscience. Et oui, effectivement, ce que vous dites, c'est que c'est par mimétisme aussi qu'ils agissent ainsi. Mais néanmoins, il faut comprendre pourquoi il faut les protéger. C'est-à-dire qu'ils sont dans une des phases les plus importantes de leur construction, et en particulier leur construction du langage. Et le langage, le problème, c'est que ça s'apprend. Pour apprendre à parler, il faut parler ou lire. Mais il n'y a que 2 mamelles au langage. Et aujourd'hui, les enfants entendent de moins en moins de langage dans la famille, tout simplement parce que tout le monde est absorbé par l'écran. Quand on est avec ça, non seulement il n'y a pas le lien empathique, mais très souvent, il n'y a pas de parole. Et donc, l'enfant, c'est une alarme pour la petite enfance. Et c'est logique qu'on en prenne conscience que maintenant. Je veux dire, ça fait 15 ans que ces outils sont là. Donc, d'un seul coup, on réalise à qui on a affaire, c'est-à-dire des entreprises super puissantes, des designs persuasifs monstrueux. Et là, on se dit, non, on ne peut pas laisser nos gamins... Face à ça, c'est des victimes déjà assurées, d'une certaine manière. Donc il faut agir. Les enfants auprès desquels vous travaillez en tant qu'instituteur, ils en souffrent, ils s'en plaignent du mauvais exemple donné par leurs parents, tout en étant eux-mêmes acteurs aussi de leur propre emprise, d'une certaine façon. Oui, comme nous tous. Ouais. Mais je les ai interrogés hier, justement. Je leur ai dit, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pousser les enfants à lire plus? Ouais. Et ils m'ont dit, il faut que les parents, ils coupent les écrans. Mais vraiment, ça a été leur réaction. L'idée un peu, c'est on ne peut pas y résister, mais quand on nous les enlève, on retrouve une forme de liberté. Et la question, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ces outils. Là c'est pour les gens. Mais eux, il faut les préserver le plus longtemps possible, sans les couper du numérique. Ça, c'est mon avis personnel. C'est ce que font tous les gens de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'ils n'offrent pas de smartphone à leurs enfants parce que, comme disait Florence Houillot, c'est le fil à la patte permanent, c'est fini. Là, vous avez beaucoup moins de lecture, etc. L'ordinateur portable, il est chez vous. Il vaut mieux offrir, c'est ce qu'ils font. Ils offrent à l'enfant un accès à Internet contrôlé à travers l'ordinateur portable, mais pas le smartphone. Et pour nous tous, si on met tous nos réseaux sur l'ordinateur plutôt que sur le smartphone, vous verrez, on gagne beaucoup de temps. Voilà, à distinguer effectivement, et je voudrais aussi qu'on y aille, la consommation qu'on fait de nos écrans. On peut s'informer, on peut se cultiver sur un écran, on peut aussi perdre un temps infini à scroller sur TikTok ou autre Instagram. Comment on fait le distinguo sur le temps passé parce que si on ne faisait que des choses, je mets entre guillemets, qui nous informent, qui nous éclairent, qui nous cultivent, est-ce qu'il y aurait un problème en soi, Florence Houillot? Non, il n'y en aurait pas, mais le problème, c'est que la balance est complètement déséquilibrée. Depuis des années, aujourd'hui, l'essentiel du temps d'écran, et quand je dis l'essentiel, c'est 95-99% du temps d'écran, est consacré à du divertissement en ligne, donc à consulter des vidéos sur des plateformes, à échanger sur des réseaux sociaux et à communiquer. Ça, c'est tous âges. Tous âges confondus, on le voit. Donc vraiment, je veux dire, le temps d'écran, c'est passé cette question de il y a un bon usage des écrans, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut une parole politique claire avec des mesures fortes de régulation, d'interdiction, ce qui n'enlève absolument pas la question de l'éducation. Au contraire, on entend souvent cette petite musique nous dire il ne faut pas interdire, il faut éduquer. Il est évidemment urgent de continuer et de le faire plus, c'est-à-dire d'éduquer, mais il faut interdire et il faut protéger les enfants des réseaux et des écrans. Et si vous voulez, on peut inverser un petit peu la formule, c'est-à-dire qu'on va interdire les enfants aux plateformes. Essayez de penser cette loi à venir comme ça, et vous verrez que non seulement ça va être le cas en France, mais dans d'autres pays aussi, et qu'on va regagner du temps. On parlait avec des professeurs là, avec lesquels on est, et des gens qui sont dans l'administration des collèges où on a interdit les smartphones. Ils constatent que le jeu revient dans les cours de récré, les conversations, et que je suis sûr que le temps de lecture va revenir aussi. Donc en septembre, ce sera la même chose au lycée, et on l'appelle de nos voeux. Gilles Vernet. Oui, mais j'avais au départ, par rapport à ce projet de loi, des réserves. C'est-à-dire, je me disais, est-ce que c'est faisable? Bon, déjà, ça reste une question. Mais en même temps, j'étais, comme disait Florent, plus sur l'éducation, etc. Mais je fais beaucoup de conférences un peu partout en France avec des enfants où je vais leur parler à partir du film et si on levait les yeux du sujet.
Et ça fait plusieurs fois, et là, la semaine dernière, j'étais au Havre, avec une centaine d'élèves de 5e. Et là, je me suis dit, il n'y a plus le choix, parce qu'ils étaient tous dessus. C'était leur monde. Une des clés à comprendre pour les adolescents, et même pour nous, pour comprendre pourquoi on est accaparé, c'est la démultiplication des communications. Il faut être conscient qu'on gère un nombre infiniment plus grand de mails, SMS, WhatsApp, et puis messages, TikTok, Instagram, etc. Pour les adolescents, on parle de 300-400 messages jour. Donc c'est un envahissement en quelque sorte qui prend toute la place. Mais la question de la sociabilité, enfin de l'usage des réseaux et des écrans chez les jeunes, elle est intéressante parce que parmi ceux qui défendent les écrans et qui questionnent la question, enfin qui se disent que le problème n'est pas tant l'écran que ce qu'on fait sur l'écran, il y a cette façon de dire, il y a plusieurs années, dizaines d'années, la sociabilité se créait dans l'espace public. Aujourd'hui, elle se crée sur un téléphone. Si on prive les plus jeunes de leur téléphone, quelle sociabilité ils auraient aujourd'hui ? Oui, il y a tout un contexte en fait à aborder. C'est-à-dire que si aujourd'hui notre société décide de placer toute notre relation dans le téléphone, c'est-à-dire qu'ils sont quand même des machines d'enfermement, c'est-à-dire que d'un point de vue technique et économique, tout est siloté et tout est fait depuis le système d'exploitation, donc iOS et Android, jusqu'aux applications qu'on utilise pour nous enfermer. Donc si toute la société décide de placer toutes nos interactions là-dedans, nécessairement, par effet de vase communicant, on se retrouve dans un monde qui est d'une certaine manière dépeuplé de ces liens sociaux, des liens de tous les jours, des interactions tout à fait lambda, et donc sans qu'on s'en aperçoive littéralement. Maintenant, si nécessairement on fait l'effet de bascule inverse, on va redévelopper ces liens sociaux-là. C'est nécessaire d'une certaine manière. Donc maintenant, ce qu'il nous faut envisager, c'est un petit peu les deux en même temps. C'est-à-dire concevoir qu'il y a des liens technologiques qui resteront, mais qu'à côté de ça, on doit démultiplier nos liens sociaux et donc être en force de résistance par rapport à une mécanique qui est très forte, qui nous dépasse. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre aussi, c'est ce sentiment d'être dépassé. Il est juste parce que c'est une situation qui se déploie à l'échelle sociétale, au-dessus de nous. Et c'est pour ça qu'on en revient sur le problème de la question de savoir, d'en faire une question de société. Il y a la question des enfants, il y a la question de l'exposition des enfants, comme vous le disiez, aux parents qui sont accaparés. Ça, c'est une situation qui est tout à fait problématique. Oui, vous évoquiez le problème du mimétisme. Est-ce que nos enfants, est-ce qu'on peut vraiment s'imaginer que nos enfants ou les enfants puissent résister quand nous, adultes, nous passons ici en France en moyenne, en dehors du temps de travail, qui est largement, bien sûr, numérisé aujourd'hui, un peu plus de 4 heures par jour devant un écran de façon récréative, tous supports confondus. C'est 29% de notre temps hors sommeil. Quel discours on peut vous disiez qu'il ne faut pas stigmatiser les enfants, mais si l'impulsion ne vient pas des adultes, les enfants ne suivront jamais. Absolument. Alors, je parle beaucoup aux parents. Et un des arguments qui les touche... Qui viennent eux-mêmes avec leur téléphone quand ils vous... on leur interdit quand même un petit effort, pendant la discussion, mais ils ont la cordialité de le faire. Mais en fait, je raconte simplement, quand j'étais trader, je conseillais des gens très riches, et j'avais une personne qui était une fois revenue très maussade, un client que j'aimais bien, de Venise, où il avait parlé avec sa fille de 20 ans, et qui venait de réussir un trait central, et qui lui dit « Papa, il faut que je te dise, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as toujours voulu que je réussisse, mais la vérité, c'est qu'on ne se connaît pas. » Et elle lui a dit un truc qui l'avait absolument effondré, qui était t'étais jamais là. Et elle lui dit, tous les millions que tu as gagnés, ça rachètera jamais les moments qu'on n'a pas eu ensemble. Et je leur dis aux gens, c'est ce qui vous arrive, c'est ce qui nous arrive avec ces écrans. Vous risquez peut-être de même pas voir votre enfant grandir. J'exagère un peu. Mais c'est ce qui est quand même... Avec l'illusion de l'avoir capturé sur son téléphone en le filmant. Oui, en le filmant. Alors que c'est la seule richesse et le plus bel héritage qu'on donne à nos enfants, c'est notre présence. Et pour ça, je pense qu'il n'y a plus d'autre solution que d'instituer dans les familles, que les familles comprennent que si elles n'éteignent pas, si le portable n'est pas éteint à un moment pour tout le monde, pour l'un des échanges langagiers qui sont vraiment, typiquement au moment du repas, ou le matin, là, on rétablit de l'affect, on rétablit du langage, et sans parler du rôle de la lecture, dont on parlera peut-être. Est-ce que ça nous rend vraiment, Florent Souillot, absent de nos vies, comme le dit à l'instant Gilles Vernet? Est-ce que ça nous rend plus bêtes? Est-ce que l'écran n'a pas aussi
aggraver une espèce de glissement global vers une forme de paresse intellectuelle qui existait peut-être déjà avant qu'on soit tous rivés sur nos réseaux sociaux? En tout cas, il joue sur des ressorts émotionnels. C'est le sens de la captologie, qui est la science sur laquelle se basent ces plateformes qui occupent notre temps. Et ça joue sur des ressorts cognitifs connus qui sont ceux de l'émotion, du contentement immédiat, de la recherche de l'engagement absolu et émotionnel et saillant. C'est l'émotion, l'attention saillante, on appelle ça. Donc je pense que ça flatte nos mauvais côtés de notre cerveau. Notre cerveau a besoin de confort, d'habitude, et ces habitudes, on ne les maîtrise plus. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises privées, et le vent tourne parce qu'elles commencent à être sanctionnées judiciairement aux États-Unis, et ça va être le cas dans des centaines, voire des milliers de procès à venir, ont construit un marché, le plus grand marché du monde contemporain, qui est celui de l'économie de l'attention et qui est celui, en gros, de notre engagement à tous pour y passer le plus de temps possible. Et donc, la valeur, c'est le temps qu'on y passe et les données qu'on donne à ces plateformes pour qu'elles soient ensuite revendues à des annonceurs publicitaires. Oui, bien sûr, la question des données qui est fondamentale, oui. Exactement. Donc, quelque part, évidemment que ça flatte nos bas instincts, évidemment que ça fait appel à des mécanismes psychologiques qui sont finement étudiés par des équipes très bien payées pour faire ça. Et du coup, par définition, ça nous rend, à mon avis, et agents et victimes de ces réseaux. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument maintenant réformer. Et vous faites référence à ces procès qui ont eu lieu aux États-Unis il y a quelques semaines, et notamment un en Californie qui a reconnu Meta coupable de sciemment avoir mis en danger des mineurs sur ces plateformes, au Nouveau-Mexique, Jean Catin. Oui. Oui, exactement. Et cette décision, elle est très importante parce qu'elle touche à l'architecture même du réseau. Et c'est la même chose que pour dans l'espace public, finalement. Quand vous avez une place qui est faite de voitures, etc., et que vous n'avez pas l'espace de vous retrouver ou de jouer, c'est exactement pareil. Et donc là, ces décisions-là viennent pointer du doigt justement l'architecture technique de ces réseaux sociaux et dire là, il y a une faute. Maintenant, il faut bien aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, avoir conscience que cette économie de l'attention, elle a été démultipliée évidemment avec cette économie de la donnée, cette économie de la personnalisation, mais il y a quand même une économie qui est sous-jacente à tout cela, c'est l'économie des médias, qui a quand même été le berceau de cette économie de l'attention. On connaît tous cette phrase évidemment sur le temps de cerveau disponible, on connaît le modèle de la télévision commerciale, qui, pour répondre aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, ne vaut pas forcément le modèle d'une autre télévision qui serait préservée, comme certaines chaînes d'infos par exemple, et qui nous permettrait donc d'avoir un accès à l'information et au dialogue et à la construction collective qui est d'une toute autre nature. Donc il faut bien veiller à ces questions architecturales et savoir que quand on va sur un service donné, on va dans une architecture en réalité. Et ces architectures-là sont des architectures d'enfermement, sont des architectures de captation. Et nous pouvons penser aujourd'hui d'autres formes d'architecture. C'est l'appel du pied qui est lancé par ces décisions de justice, justement. J'entends bien ce que vous dites, il faut s'éveiller à ce dans quoi on met les pieds et logiquement ça devrait nous amener à éteindre le téléphone. Pas tout seul, et en fait c'est là où aussi il faut bien s'en rendre compte, c'est-à-dire que le combat est à mener à l'échelle collective. On ne peut pas changer une architecture technique, une architecture sociale, une architecture urbanistique tout seul. On ne change pas l'architecture de notre ville tout seul. C'est une question qui est adressée dans un plan local d'urbanisme, c'est une question qui est adressée dans des élections, c'est une question éminemment collective. Donc quand la justice pointe du doigt un problème, c'est aussi à la société dans son ensemble de s'en saisir et d'en faire un véritable sujet politique. Individuellement, on a énormément de ressorts. Dans les institutions collectives comme les écoles, comme les lieux de travail, on a des ressorts. C'est déjà des échelles collectives et c'est très important. Le foyer en est une d'une certaine manière, mais ce n'est presque que marginalement une question individuelle d'une certaine manière. C'est pas pour nous déresponsabiliser, mais il faut bien prendre en compte, au contraire, l'ampleur du problème auquel on fait face. C'est pas David contre Goliath. Si, c'est David contre Goliath. Quand j'ai fait mon film et mon livre, on me disait mais t'es Don Quichotte. Alors ça m'avait séché, c'est-à-dire que j'avais aucune chance, quoi. Et on n'aurait aucune chance. Et c'est faux parce que vraiment les mentalités évoluent. Enfin, je veux dire, en gros, les parents disent non, pas les enfants. On peut tout accepter, mais non. C'est un peu comme d'autres choses. Hein. C'est-à-dire pas les enfants. On touche pas aux gosses. Si vous voulez, on touche pas aux enfants, laissez-nous nos enfants et on tout en leur offrant des oui, bien sûr, parce qu'il y a une pression sociale dont on parlait, etc. Pour revenir aux algorithmes, ça c'est aussi expliquer aux enfants que les algorithmes ne sont pas humains, n'ont rien à faire de la santé physique et mentale de leurs utilisateurs. C'est pas du tout dans leurs paramètres. Ensuite, c'est cette idée que l'IA, ce sont des machines qui sont en train de nous capter et qui s'améliorent sans arrêt.
dans leur processus pour nous capter, au point même qu'on se dit, elles dépassent notre psychologie. Et puis pour finir, un point très important par rapport à l'impact des réseaux et dans les écoles, c'est que il y a dans les années 2010 une étude aux États-Unis qui a montré que le plus grand facteur d'engagement des gens dans les réseaux, c'était les émotions du conflit, de l'indignation et de la peur. Et de facto, les réseaux poussent vers des enfants souvent bien trop jeunes, des contenus qui peuvent être choquants, mais qu'ils vont regarder justement parce que choquants, on aime bien transgresser quand on est ado, et qui vont nourrir le conflit. L'âge, quand j'étais au Havre, les enfants témoignaient qu'à 2h du matin, ils s'envoyaient des messages d'insultes, il y avait une histoire... vous voyez, là, on doit absolument préserver les enfants de ça. C'est terriblement nocif. À propos de terriblement nocif, les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, donnés par le Centre national du livre, sont venus percuter des chiffres publiés aussi hier par la Fédération hospitalière de France, qui évoque un état de la santé mentale des jeunes ici en France qui est dramatique. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les chiffres des hospitalisations, pour en donner qu'un, pour tentative de suicide, sont en hausse de 5 ans, de 76% chez les 20-24 ans et de 118% chez les 10-14 ans. Il y a forcément un lien ? Il y a un lien, on le voit aux États-Unis parce qu'on n'est pas les premiers sur la liste. Vous avez un médecin qui s'appelle Jonathan Haidt qui a bien étudié ça. Je vous conseille son livre qui s'appelle Génération anxieuse, qui a été traduit en français. Vous avez la courbe de l'absorption, enfin de la diffusion des téléphones portables et de l'utilisation massive des réseaux sociaux, et en face la courbe du nombre de cas de dépression et potentiellement d'actes graves, automutilation, suicide. Je vous conseille aussi les documentaires comme 5 femmes puissantes contre les Big Five d'Elisa Jadot, qui montre bien que structurellement ces réseaux posent des problèmes, et de toute façon en plus les ingénieurs le savaient sciemment, ont tous dit on veut des profits et on le fait au détriment de la santé physique et mentale. On sait que c'est nocif. Donc les courbes, on va dire, l'aspiration vers ces problèmes-là, elle est excessive, elle est très rapide. On parle de quelques minutes, même en créant un compte sans être spécialement actif sur les réseaux. TikTok est certainement l'un des pires, Snapchat, mais Instagram, YouTube, Facebook aussi. Donc c'est certain que ça a un lien. Je m'interroge quand même parce que c'est quand même documenté. Alors le temps a passé depuis 20 ans que les écrans sont partout dans nos vies, 30 ans disons. Il y a eu peut-être une génération sacrifiée d'enfants auxquels on a ouvert les portes en grand, allez-y, etc. Depuis quand même, il y a beaucoup de documentation, on en parle beaucoup. Les parents, j'imagine, ne sont pas tous des dangereux irresponsables qui donnent des téléphones sachant en partie ce à quoi leurs enfants vont être exposés. Alors quoi ? Pour moi, je pense que je parle d'une forme de rupture empathique. On est dans une société de plus en plus machinisée, de plus en plus médiée par les écrans. Et une des phrases qui marque le plus les gamins quand je leur parle, je leur dis « Et vous oubliez, est-ce que vous pensez que votre smartphone va vous faire un câlin ?» Le câlin, l'affection, l'amour, c'est in vivo. Et ces écrans médisent sans arrêt notre relation, sont d'une froidure. Cette froideur, c'est Damasio qui disait « Nous passons notre vie à caresser une vitre ». Et ça souligne quelque chose, un manque. Et Florent Souillot parlait de l'absorption. Cette absorption, elle nous accapare, mais elle nous prive d'une source de la vie fondamentale qui est l'affection, l'amour, le lien à l'autre. Là-dessus, oui, non, c'est vrai qu'il y a un lien fort et au moins un lien de corrélation et un lien multifactoriel, comme on aime à dire quand on essaie de resituer un petit peu les choses. Mais les choses sont très importantes à prendre en compte d'un point de vue de santé mentale, ça c'est évident. Et donc il ne faut laisser place là à aucun doute. La question, c'est aussi celle de l'isolement. C'est-à-dire c'est un phénomène qui est très largement décrit sur des décennies, qui a accompagné l'émergence des médias aussi dans nos vies tout au long des décennies 80, 90, 2000 et suivantes. Et c'est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte, encore une fois, à l'échelle de la structuration sociale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous devons entreprendre la création d'espace, la création d'espace-temps, même dans lesquels nous pouvons nous livrer à d'autres activités, à des activités d'émanation de nous-mêmes, des activités de création. On n'est pas le même individu lorsque l'on crée ou lorsque l'on reçoit.
forcément, il y a un moment où on doit apprendre, on doit lire, on doit comprendre, on doit recevoir. Mais il y a aussi un moment où nous pouvons collectivement décider de cultiver cette forme de création et d'émanation de nous-mêmes. Justement, disons, avant les années 2000, tant que les moins de 20 ans n'ont pas connu, de quoi se nourrissait-on ? Ce serait quand même malhonnête que de dire qu'en 1990, l'intégralité des gens de 18h à 20h lisaient un livre ou faisaient de la poterie ou que sais-je. De quoi se nourrissait-on avant ? Eh ben, on se nourrissait de la télé, pour ceux qui ont mon âge ou votre âge. En gros, c'était la télé, ça n'avait rien à voir. C'était une télé par maison, en moyenne, avec des moments assez institués au niveau social et familial de... on va dire, visionnage collectif de la télévision. C'était mieux ? C'était mieux ? En tout cas, je ne sais pas si c'était mieux, mais ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que là, on parle de choses qui sont dans votre poche, constamment présentes à vous, donc la pression exercée par ces outils-là n'était pas du tout la même. Moi, je pense que la technique n'est pas neutre, je pense que les objets ne sont pas neutres. La télévision est beaucoup moins nocive qu'une télévision fixe, et beaucoup moins nocive qu'un smartphone allumé dans une poche qui vibre à la moindre notification à cause d'applications nocives. Donc, je pense au pouvoir des objets, on parlait du livre. Le livre est un objet normatif formidable. Y compris un livre numérique ? Y compris un livre numérique, parce que le livre numérique, c'est une liseuse. Alors, je vous dis tout de suite, le livre numérique, aujourd'hui, concerne des gens qui lisent du papier et du numérique. Ils le lisent parce que c'est pratique. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez une liseuse ou si vous en utilisez, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est fait que pour lire. Et donc qui est très très déceptif du point de vue un petit peu intuitif. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet objet des années 70, des années 80 ? On dirait qu'ils n'ont pas mis de couleur, ils n'ont pas mis de choses qui fait du bruit, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, etc. Les liseuses, c'est fait pour des gens qui lisent, papier et numérique, et on parle des gros lecteurs, donc on parle vraiment d'une petite population. Les jeunes aujourd'hui, c'est un petit marché. Et pourquoi c'est un petit marché ? Parce que le livre papier est un formidable objet de libération de l'attention, de repos, d'apprentissage, évidemment. C'est pas un hasard si des pays reviennent au manuel scolaire imprimé. Et donc ce livre que je peux laisser quand je veux, que je peux corner, offrir, donner, poser, reprendre, déchirer, jeter, bref, je peux en faire ce que je veux, c'est l'antithèse d'un smartphone allumé aujourd'hui. Bon, vous prêchez pas beaucoup pour votre paroisse, vous qui travaillez pour le numérique. Moi, je travaille dans l'édition, oui. Dans l'édition précisément, donc c'est ma paroisse, c'est le livre. Non, mais cette question de quoi on se nourrit, on parle souvent de l'importance de l'ennui chez l'enfant. On a désappris à nos enfants à s'ennuyer ? Comme j'essaie d'expliquer aux enfants et aux parents, les trois mamelles du langage qui sont évidemment parler, on ne peut pas apprendre sans parler, et vraiment la question du langage dans la famille est clé. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient que l'enfant a besoin d'entendre du langage. Ensuite, la lecture, c'est capital. Proust disait que c'était une amitié. Il y a cette idée que c'est vraiment une machine à fabriquer de l'intelligence. Tous les profs vous diront qu'il y a une corrélation très forte entre le niveau d'écrit et la lecture. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants. Ça les libère, ça leur donne un avantage. Il faut le dire aux parents, poussez, parce que vous ne vous rendez pas compte du cadeau. Et quoi qu'on lise. Oui, quoi qu'on lise. Évidemment, il faut nourrir de la belle lecture, mais il faut d'abord pousser vers le goût de la lecture. Et puis enfin, vous l'avez dit, l'ennui, parce que quand on s'ennuie, on pense. On réfléchit, on est en intérieur. Et pour finir, ce que je voulais juste dire, c'est que le smartphone, pour comprendre son emprise, c'est qu'il est omnipotent. Il fait tout. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui, par réflexe, devient, pour nous tous, quelque chose qu'on sort à tout bout de champ, puisqu'on le sort tout le temps. Et ce qu'on répète, c'est ce qui devient ritualisé chez nous. Et les enfants sont dans cette logique. Et aujourd'hui, cette omnipotence fait qu'ils sont captés tout le temps, parce que la télé, avant, vous voyez, c'était limité. Il y avait les horaires des émissions qu'on aimait bien. Mais là, c'est cette omniprésence omnipotente. Ça, c'est redoutable. J'ai donc découvert cette maladie, la nomophobie, en préparant cette émission, de la crainte, et j'imagine que vous l'avez déjà ressenti, de perdre son téléphone qui vous étreint d'une espèce d'angoisse subite. Oui, parce qu'on y a mis tous nos œufs, en réalité. Et donc, c'est très difficile de prendre un vélo, de faire un paiement, de contacter quelqu'un pour le travail ou pour sa famille sans avoir cet objet-là. Donc, on a mis tous nos œufs dans le même panier, et donc on retombe en effet sur cette notion d'omnipotence et d'attraction permanente vers d'autres services qui sont offerts sur le même support, ce qui distingue fondamentalement de la liseuse. Maintenant, juste pour apporter un petit peu d'eau au débat, l'ennui est accessible quand on n'est pas envahi aussi par un environnement social, familial ou autre qui est éminemment délétère. C'est-à-dire que l'ennui peut être une source de contamination de l'enfant ou de l'individu par des idées sombres.
quand il est dans un environnement social aussi qui s'y prête. Il faut aussi rappeler la posture très patriarcale que peut-être certains d'entre nous ont connue avec le père derrière son journal, qui fait quand même le format d'un A2, quoi. Donc quand on a ça aussi à la maison, quand on a des non-dits, quand on a l'absence de dialogue sur des sujets importants qui viennent aussi contaminer l'enfant, il y a un rapport à l'ennui qui peut être très nocif aussi. Et c'est pour cela que de manière assez universelle, il y a quand même cette culture du lien, cette culture de l'empathie, cette culture de dialogue qui devient prépondérante. Parce que là, on peut peut-être aussi libérer ce temps d'ennui de tous ces éléments parasites qui nous empêchent justement de laisser libre cours aux rêves, à la divagation, à la création. Oui, vous vouliez réagir, Florent ? Oui, juste sur la question du plaisir, parce que c'est un peu tarte à la crème, mais on sait bien que la lecture, ça va passer par le plaisir retrouvé à la lecture. On a besoin d'une politique publique d'aide à la lecture. La lecture a été c'était une année grande cause nationale, je ne sais plus, il y a 2-3 ans. Il y a eu des états généraux de la lecture à l'hiver dernier. Et là, on attend un plan d'action publique décennale avec vraiment une planification pour remettre du livre chez les plus jeunes et redonner le plaisir de lire aux enfants. Parce que c'est vrai, quand on parle d'ennui, quand on parle de modèle patriarcal, je suis d'accord, il y a les questions essentielles du plaisir de la lecture. Et c'est ça le moteur aujourd'hui. Les gens lisent d'abord par plaisir. Ils en entendent parler sur les réseaux, ils peuvent en entendre parler par du bouche à oreille, à l'école, etc. Mais si on ne retrouve pas le plaisir, et je pense que Gilles Vernet pourra en discuter dans ses classes, c'est ça l'essentiel. Donc mettons du livre, formons les gens qui forment à lire, et donnons-leur le plaisir à transmettre de la lecture. Mais aujourd'hui, quand on est sur son téléphone et qu'on scrolle et qu'on suit quelqu'un qui a telle capacité ou pas, ou telle compétence, est-ce qu'il n'y a pas une forme de plaisir aussi de se documenter, de regarder des tutos, d'écouter quelqu'un qui a un avis sur quelque chose ? C'est un plaisir, c'est une illusion du plaisir ? Ah non, mais là encore, c'est toute la problématique. On l'a dit au début, c'est qu'on est capté par les contenus les plus faciles, divertissants, assimilables rapidement, qui vont pas trop souvent nous. Et du moment qu'on va sur Internet, en ayant choisi, en voulant ce qu'on veut voir, aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Les algos décident de ce qu'on veut voir. Ils nous proposent plein de choses, ils connaissent nos goûts et proposent plein de choses. Je vais être très honnête, hier, je fais l'erreur de me mettre sur YouTube. YouTube me connaît par cœur. Bon, j'aime bien le tennis, c'est un sport. Il me met exactement ce qu'il faut et je me suis fait piéger 1 heure, hop, comme ça, volé. Alors que j'avais écrit juste avant, j'étais en train de travailler. Et en fait, c'est ce qu'on dit, on est sans arrêt amené à basculer, et les enfants aussi. Parce qu'il y a plein de choses fascinantes dessus, évidemment. Et le bon usage, c'est pour ça que je parle de l'ordinateur. Croyez-moi, le smartphone, c'est le pouce qui décide. C'est plus vous. L'ordinateur, bon, on décide pas de tout, mais on décide plus. Ah ben on peut faire tous le test sur ce plateau. Moi, cette semaine, alors vous avez perdu 1 heure sur le tennis. Moi, j'ai eu beaucoup d'informations sur le marathon de Paris, ce qui a créé en moi vraiment une frustration énorme. Et puis après, j'ai eu beaucoup de recettes, comment perdre 10 kilos avant l'été. Mais je pense que Jean aussi, voilà, vous avez eu 2-3 push. Voilà. C'est ça, non. Et la question, c'est justement de prendre en compte en fait l'intégralité de notre existence d'une certaine manière. Et comment est-ce que cet usage est situé dans un parcours qui va être soit un parcours de subordination de nos personnes, donc où là, en effet, le dispositif prend le pouvoir sur nous, ou est-ce que ça s'inscrit dans un parcours qui va être au contraire un parcours dans lequel on va laisser de la place pour ensuite en faire quelque chose, et donc avoir le pouvoir d'agir. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il nous faut rechercher. Et donc, prendre un petit peu de distance, ça nous permet de resituer notre usage, de nous interroger sur l'intention qu'on y met et de savoir finalement ce que l'on va en faire ensuite. Aujourd'hui, la machine du bandit manchot ne nous permet pas ça. Ça, c'est très clair. La structure et le modèle économique ne nous permet pas de nous détacher pour resituer notre usage. Ça, c'est l'immense problème. Si on fait un parallèle avec la dictologie, la cigarette, l'alcool, la drogue, vous disiez tout à l'heure qu'on n'allait pas y arriver individuellement. Il fallait que ce soit un mouvement général. Est-ce qu'il est réaliste de penser d'aller vers quelque chose de très radical, comme peuvent le faire effectivement des personnes en situation d'addiction ? Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ou la Chine, hein. Ou la Chine. Aujourd'hui. C'est pas un modèle, mais... Non, mais je pense que c'est pour ça que l'annonce du président là est intéressante, parce qu'on se dit une journée de la déconnexion, c'est un peu gadget. Bon, pourquoi une journée ? Ça va évidemment pas résoudre le problème, mais journée de la déconnexion, il y a le mot déconnexion, et ça c'est important. C'est un mot qui était tabou il y a quelques années. Nous, on est une association qui promeut la déconnexion. Autant vous dire que tous les régulateurs et bons usagers. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on dit je pose mon téléphone et on l'éteint.
On l'éteint individuellement, chacun l'éteint, et parallèlement, collectivement, on nous offre la possibilité de le faire pour faire autre chose. De la lecture, du sport, du jeu en société, du temps libre, du jeu en temps libre. Et c'est les défis des connexions. Aujourd'hui, c'est des vrais défis, mais il y a quelques années, c'était des activités tout à fait courantes. Et donc, on voit tout de suite les effets très positifs. Et quand on travaille avec les médecins qui sont justement dans les unités de sevrage, le langage revient, les interactions sociales reviennent, mais c'est exactement comme la drogue, c'est-à-dire qu'on coupe. Et donc, ce mot déconnexion, il est important parce qu'il fait tomber un peu un tabou qu'on avait toujours de dire c'est un mot trop fort, on ne peut pas déconnecter, c'est une défaite, il faut toujours réguler, mieux jouer au plus fin avec les écrans. Là, ça veut dire qu'on est en train de basculer et qu'on est capable d'interdire et d'éteindre. Mais vous l'avez proposé à vos élèves, Gilles. Exactement, pendant 10 jours, on est parti. Des élèves de quelle classe ? De CM2. Mais qui n'avaient du coup pas tous de Non, de la moitié. La moitié de la classe était équipée avec un smartphone et j'ai filmé le moment où on part en car vers la destination dans la Meuse. Ils sont tous là parce que je leur avais laissé le portable. Comme un doudou, comme une tétine, ils un étaient dernier tous petit là à câlin. se courir. Ah non, montre-moi le jeu, etc. Et puis, du moment qu'on arrive, je prends les portables, on les met dans un panier, puis on ne les voit plus pour 10 jours. Et le mot, vraiment, c'est liberté. Je me suis senti libre. Et au regard de ce qu'on se dit, si y a des moments où on réapprend à vivre sans, et il ne s'agit pas de vivre tout le temps sans, on est bien d'accord, c'est l'alternance des rythmes. Mais il y a une forme de discipline quelque part à mettre en œuvre. Et quand on se libère de ça, on se sent infiniment bien. Mais est-ce que ça a créé une différence sur le long terme ? Qu'ont-ils fait à la seconde où ils sont sortis du bus ? Et est-ce que ça a changé leur rapport à leur téléphone sur le long terme ? Parce que c'est ça qui est... Alors ça, j'ai des exemples très variés, puisque ils viennent me revoir. La clé, c'est la prise de conscience. Après, ça va évoluer différemment selon les contextes familiaux, etc. Donc mais je pense que réellement, ils vont avoir un regard critique. Il n'y a pas de miracle. Mais si on explique suffisamment et qu'on a un regard critique, on peut faire quelque chose. Je voulais juste ajouter quand même l'enjeu. La dopamine, vous en parliez, l'addiction. Il y a une expérience dans les années 60, les rats d'Olzey-Milner, qui font une expérience, ils mettent une électrode qui sollicite la dopamine quand le rat appuie sur la pédale. Le rat commence à découvrir la chose, il appuie, et puis à la fin de la journée, il appuie en continu, ne mange plus, ne dort plus, et pour certains, meurt. C'est pour montrer le pouvoir qu'a cette hormone qu'on auto-sécrète et sur lesquels jouent profondément les réseaux. Elle est puissante. Oui, non, c'est qu'il y a une forme d'injustice à devoir nous mobiliser avec tant d'énergie contre une rivière qui nous coule dessus en réalité. Et de se dire que finalement les sources de la rivière, elles sont au nombre de 5 peut-être. Ce sont 5 entreprises ultra centralisées qui ont un modèle économique très clair. Aujourd'hui, en termes de régulation, on s'attaque aux symptômes finalement, aux risques générés. Et on est beaucoup dans la société à devoir embarquer la gestion de ces risques-là, à notre échelle individuelle ou collective. Maintenant, enfin, je veux dire, il faut la question du combat est-il vain ? Non, mais voilà, le combat, il est amené à une source qui est peut-être encore plus radicale finalement, c'est celle du modèle économique, de leur structure, de l'architecture de ces services. Et face à ça, il y a, disons, une fronde dont David peut se servir, c'est quand même le léviathan étatique, c'est les autorités publiques. C'est penser une forme d'intervention sur le marché économique qui nous permet de penser une autre structure aussi pour ces services-là. Vos élèves, je suis sûr, ne sont pas accros à Wikipédia. Wikipédia est organisé sur une autre forme de structure. Quand vous allez sur un réseau social comme Mastodon, vous avez toute une autre logique qui se met en place. C'est un autre espace-temps. C'est un autre réseau social qui fonctionne selon une autre architecture. Et quand on pense le téléphone portable, et parce que ça va bien au-delà des réseaux sociaux, il nous faut penser aussi l'architecture du téléphone portable. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des machines qui sont construites sur un système fermé. Apple ne laisse pas, jusqu'à présent, et ça va pas durer très longtemps, d'autres entités proposer d'autres choses. L'entreprise est en maîtrise totale de cet environnement. Android était un logiciel libre, c'est devenu quelque chose de complètement fermé. Ça a même été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne. Ils ont fait d'un logiciel ouvert un outil d'enfermement et de prédation, comme on dit en matériel économique. Donc ça, il faut être vraiment très vigilant là-dessus et nous dire que l'on a quelques sources à éteindre en amont et que pour ça, l'autorité publique, surtout en Europe, est très richement dotée pour agir. Donc il faut aussi penser à ce niveau d'action. Je m'interroge quand même sur est-ce qu'on prend le problème dans le bon sens ? Alors, il est multifactoriel, évidemment, vous le rappeliez, Jean Catan, mais si on ne s'interroge pas sur ce qui fait société aujourd'hui, vous parliez du manque d'empathie dans les relations humaines, dans les rapports qu'on a aujourd'hui les uns avec les autres, quelque chose a changé ? Est-ce que ça aurait changé de la même façon
façon, s'il n'y avait pas eu cette révolution numérique, mais dans cette expression de forme de liberté individuelle, de j'ai droit à mon téléphone et j'ai le droit, si j'ai envie d'y passer, 5 heures par jour. Si le lien, si le lien ne se recrée pas entre les gens de façon autonome, il y a un bout du problème qu'on ne comprend pas en compte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, non, mais c'est une vaste question. Je pense que la liberté individuelle, la liberté d'expression, c'est un vrai enjeu. On est un peu aveuglé par ça. Aujourd'hui, on a des technologies qui favorisent la liberté d'expression, sauf que le problème, c'est que plus personne n'est en mesure d'écouter ni de débattre. X, ex-Twitter, c'est le symbole de ça. C'est une irritation permanente avec la mise en avant d'expressions fortes, violentes. Donc là, on est dans le règne de l'expressivité et dans la défaite absolue de l'écoute, du débat, de la construction sociale. Et je pense que il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que on n'est pas là pour opposer les choses, il faut trouver des solutions et elles viendront dans les familles, elles viendront au niveau local, national et communautaire, européen. Juste un motif d'espoir, par exemple. Nous, on anime un collectif d'associations qui s'appelle le collectif Attention. On a fait signer par les candidats aux municipales de mars 2026 une charte qui s'appelle Plus d'humains, moins d'écran, dans laquelle les candidats s'engagent à toute une série d'actions pour former, prévenir, protéger dans les écoles, parce que l'école, c'est évidemment central, mais aussi dans l'espace public, offrir un droit à la non-connexion, des choses qui, à l'époque, étaient poussées par quelques mairies, une ou deux en France. Aujourd'hui, vous avez près de 40 maires élus qui ont signé, près de 4 millions de Français, je parle de Paris, Marseille, Toulon, Lille. Donc vous voyez, c'est des choses où on ne les voit pas trop parce que nous, on n'est pas sur les réseaux sociaux et par définition, on ne communique pas. Mais la vérité, c'est que vous avez des mairies et des municipalités qui s'engagent très concrètement. Donc ça veut dire que ce réseau-là marche aussi. Est-ce qu'on y arrivera si on ne met pas en place, alors je parle des adultes, parce que pour les enfants, bien sûr, il y a une responsabilité vis-à-vis des mineurs, mais des choses coercitives, interdiction des téléphones, dans les concerts, au cinéma, au restaurant, est-ce que c'est envisageable ça arrive dans des sociétés il y a certains concerts autoritaires où maintenant, parce que les groupes en ont marre effectivement de faire face à un mur d'écran. Donc effectivement, c'est un mouvement sociétal qui doit se mettre en place. Non, mais la question des concerts, elle est intéressante en réalité. Ce qu'elle dit précisément de la façon de notre rapport à la culture, qu'est-ce que ça dit de nous collectivement de ne pas pouvoir aller à un concert sans enregistrer un morceau du concert qui sera forcément mal filmé, flou, pas intéressant en termes de contenu. Mais l'acte dit quelque chose. Ça dit quelque chose de cette double vie qu'on doit mener, ou pas, pas obligé, mais entre la vie virtuelle et la vie réelle. Et le problème, c'est que cette vie virtuelle, elle prend de plus en plus de place, elle gagne. Parce que, comme vous disiez, tout passe par là, c'est-à-dire que ce soit des impôts, GPS, voilà, c'est un outil relativement magique. Mais pour ce qui est du lien social, réellement, je pense que l'enlever purement et simplement dans certains espaces publics, vous parliez des concerts, mais d'autres, aujourd'hui, c'est devenu un refuge pour plein de gens. Moi, j'essaye, dans le métro, j'ai un livre pour me sauver. Mais quand on est seul sans livre et qu'on croise, on est là pendant 10 minutes à voir que des gens sur écran, on finit par sortir le sien de dépit. Et puis parce que aussi, je répète beaucoup, un des points clés, c'est que toutes les communications passent par là. Donc c'est sans arrêt qu'on en reçoit. Et ça, il est difficile de ne pas répondre. Donc ça crée ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et je répète, la seule solution, c'est comme disait Florence Houillot, c'est d'établir des espaces et des moments de déconnexion. Évidemment pas tout le temps, mais où on retrouve du lien, on retrouve autre chose. Et pour les enfants, on les a emmenés, ils ont adoré, ils n'ont jamais demandé leur portable parce qu'on s'occupait d'eux. On les emmenait, on leur proposait des choses. Parce que le groupe, dans son ensemble aussi, suivait la même règle. Exactement, et parce que... Totalement. Et ce qu'ils ont dit, ça a été le plus frappant, et je m'attendais à ce qu'ils disent la nature, tout ça, ils ont dit, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que je me suis fait des copains, on s'est découvert, on a parlé, parce que quand on marchait dans la nature, ils parlaient. Et ils se découvraient. Et donc, ça a été très riche. Pour rebondir, sur le terme donc, de génération anxieuse, en effet, qui est très important à prendre à la lettre. C'est-à-dire que cette anxiété, d'une certaine manière, je pense qu'il nous faut la considérer de manière très sérieuse et au-delà de notre lien au numérique. Vous évoquiez le cas des concerts. Je pense qu'en effet, c'est très intéressant de partir des expériences de vie comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je pense qu'il se passe aussi quelque chose vis-à-vis de l'autre. C'est pas seulement vis-à-vis du support numérique. C'est-à-dire que le support numérique va intervenir dans notre relation à l'autre pour dire à l'autre « j'étais là, je suis une personne importante, je te suis supérieur d'une certaine manière parce que je suis tellement flippé de me faire écraser par le monde autour et par toi que j'ai besoin de montrer combien je suis cool, en gros. »
Et cette anxiété-là... Ça dit quand même de l'état de la société. Mais cette anxiété-là, non, mais je pense aussi que ça a toujours été des choses qui nous appartiennent. Hein. Faut pas se dire que c'est tout à fait tout nouveau, mais de se dire qu'en fait, c'est de ça aussi dont on va parler. C'est de se dire, vous évoquiez le cas du marathon, mais ça a été très commenté. Je pense que c'est très important de le prendre en compte d'une certaine manière. C'est ce déluge de vidéos de marathoniens avec leurs médailles. Est-ce qu'on peut exister sans courir 42 km, quoi? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est un individu valable? Et je pense que cette anxiété-là, il faut l'aborder parce que c'est une vraie source d'angoisse et une vraie source de traumatisme, je pense. Et de se dire, en gros, je peux vivre mon expérience qui sera éphémère, qui va disparaître, parce que c'est aussi ça dont on est anxieux. C'est les choses qui disparaissent, qui sont éphémères, qui n'ont été que du moment vécu que pour nous. Est-ce que tout moment vécu doit exister dans les yeux des autres? Ça, c'est une forme d'anxiété qui est très importante à discuter, à débattre. Est-ce que je suis valable? Elle est intéressante. Voilà, ça crée une compétition et c'est un grand facteur de la mésestime de soi des adolescentes. Ou de tout le monde, parce qu'on poste les belles vacances canon qu'on a passées à l'autre bout du monde, le plat canon, pas grillé, complètement loupé, et sans arrêt on est renvoyé à des insuffisances. Bon, on ne courra pas de marathon et on ne perdra pas 10 kilos avant l'été, mais c'est pas grave. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin sur ce plateau. Florence Souillot, la guerre de l'attention, comment ne pas la perdre? Gilles Vernet, plaidoyer pour ne pas laisser les écrans s'emparer de l'avenir de nos enfants. Et si on levait les yeux, voilà. Merci beaucoup, merci Jean Catan. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. À tout à l'heure.